S'il vous plaît, nous allons reprendre les débats avec M. Victor Lauzon, Civilisation, titre que j'aime beaucoup, est sorti de la violence politique dans la Chine post-maoïste. C'est quelqu'un qui doit venir de la rue d'en face, non? Oui. Donc, de la Sorbonne. Voilà, donc... également un voisin, oui. Un voisin, donc entre voisins, nous vous cédons la parole sur la base de 25 minutes, plus 5 minutes. Merci beaucoup, j'essaie de devancer les instructions des instances. Merci beaucoup pour cette invitation dont je vais égoïstement profiter pour vous soumettre les grandes lignes d'un projet de recherche qui est encore assez embryonnaire, donc je vais et vous allez essuyer les plâtres, j'en suis désolé par avance. Comme tous ceux qui vont ou sont allés en Chine le savent, il est aujourd'hui impossible de parcourir une ville chinoise sans rencontrer ce genre de messages. Ce sont des photos que j'ai prises, mais il y en a absolument partout. Messages appelant à se comporter, je vous traduis brièvement, de manière civilisée. Donc on dit wenming en chinois. On rend parfois ce terme dans la littérature anglophone, notamment par civilité ou politesse, mais c'est un affadissement considérable. Je n'apprends donc rien à ceux qui connaissent la Chine et certainement pas à Han Cheng qui consacre ses cours à la fortune de ce terme en Chine, donc depuis 2020. Je vous propose toutefois de considérer cette fortune justement sous un angle un petit peu différent, en lien direct avec le thème de cette journée d'études, puisque le terme civilisation, wenming, présente en chinois le même double sens que dans les langues européennes, désignant d'une part une culture ou une famille de cultures en tant qu'elles sont incommensurables les unes aux autres, ce qu'on peut appeler un usage typologique du terme, et d'autre part un état plus ou moins avancé de raffinement des mœurs et de contrôle des pulsions, donc la civilisation des mœurs au sens d'Elias, qui appelle par nature une comparaison ou une gradation, ce qu'on peut appeler un usage graduel, gradualiste, universaliste, on pourrait discuter du terme. Et c'est en ce second sens, plus trivial, plus quotidien, que le terme est massivement utilisé dans l'affichage public en Chine, avec des domaines d'application très disparates. Il s'agit d'être civilisé dans la manière de conduire, de traverser la rue, de manger, de faire la queue, de cracher ou de ne pas cracher, de respecter l'environnement, etc. Et c'est un phénomène qui est suffisamment massif et depuis suffisamment longtemps en Chine pour avoir retenu l'attention de politistes, de sociologues, qui l'ont principalement analysé en lien avec, disons, la transition de la société chinoise vers l'économie de marché. Je vais ici faire l'hypothèse, on verra si ça marche, qu'un regard historique peut faire apparaître un autre enjeu de ces politiques de civilisation, comme je les appellerais, et qui est la sortie de la violence maoïste. Donc je vais en quelque sorte me pencher ici sur la question de la divergence entre une Asie orientale, en tout cas une Chine plus pacifiée, moins violente que le Moyen-Orient, mais évidemment à analyser, non pas évidemment comme un invariant culturel, mais comme un processus historique de sortie de la violence qui commencerait ici dans les années 70. Et il faut donc commencer par rappeler brièvement de quel héritage de violence le régime post-maoïste tente de se défaire. Et pour cela montrer que le maoïsme, s'il a des idiosyncrasies sur lesquelles on reviendra peut-être, est aussi le légataire d'une histoire qui le dépasse largement et que je vais présenter ici pour les besoins de ce topo comme une histoire de militarisation de la société chinoise. Alors, je n'entendrai pas ici par militarisation la prolifération des groupes armés qui a existé, c'est une chose, mais ici, plus particulièrement, les efforts politiques pour diffuser à l'ensemble de la société des valeurs, des modes d'organisation, des modèles de comportement associés, à tort ou à raison, aux armées modernes. Et puisqu'en effet, de la fin du XIXe siècle aux années 70, les pouvoirs politiques successifs en Chine se sont attelés à faire des Chinois une nation martiale, ce qui est un phénomène mondial, mais il y a quelques spécificités chinoises. Je vais très vite sur cette histoire, il faut en rappeler quelques linéaments. Le point de bascule, c'est le climat impérialiste de la fin du XIXe siècle, et en particulier la défaite essuyée face au Japon en 1895, à la suite de laquelle les élites réformatrices chinoises se penchent sur les causes de la faiblesse militaire, mais aussi physique, supposée de leurs compatriotes, qu'ils pensent indissociable par ailleurs d'un manque de civisme. S'engage alors une remise en cause fondamentale d'une culture politique dominante, précédente, la culture politique de l'Empire tardif, dont on peut dire, au prix de beaucoup de simplifications, qu'elle plaçait les qualités des lettrés plus haut que celles des guerriers dans l'échelle sociale et morale. Alors je passe sur les mesures concrètes parce que ça prendrait trop de temps. Le plus frappant, c'est que ce désir de militariser les Chinois est partagé par des acteurs aux objectifs divers, voire opposés,
Le passage de l'Empire à la République en 1912 ne marque aucune rupture significative sur ce point. Pas davantage, bien au contraire, que le passage aux années 20, puisque les deux grands mouvements révolutionnaires qui naissent dans les années 20, qui sont donc le Kuomintang réformé, parti nationaliste, et le Parti communiste, s'inspirent directement du modèle bolchevique de révolution militarisée et sont d'ailleurs engagés très concrètement dans plusieurs guerres civiles puis étrangères, en réalité sans interruption jusqu'en 1949, donc la victoire des communistes. Ce qui est intéressant, c'est que les initiatives politiques de militarisation des Chinois, si vous voulez, vont survivre à la victoire communiste, puisque la République populaire de Chine reste sur le pied de guerre contre les ennemis extérieurs, impérialistes puis soviétiques, et intérieurs, ennemis de classe, avec ceci sans interruption dans les années 50 et 60, avec entre mille conséquences, l'omniprésence de la milice, la militarisation des formes de travail, la diffusion de l'entraînement militaire, ainsi qu'une éducation et une culture qui martèlent sans relâche l'histoire mythifiée de la guerre révolutionnaire. Cette culture politique, on trouve son expression paroxystique en quelque sorte au début de la révolution culturelle. Je suis désolé, je franchis tout ça à très grandes enjambées. Quand des centaines de milliers de jeunes Chinois, qui eux n'ont jamais connu la guerre parce qu'ils sont trop jeunes, ou en tout cas ils l'ont connue à l'état de bébé, partent à l'assaut du quartier général, comme disait le président Mao, vêtus d'uniformes improvisés ou empruntés à leurs parents, et armés de fusils en bois quand ils ne trouvent pas d'armes réelles. La dimension théâtrale de cette gigantesque guerre des boutons, pour reprendre une expression que je vole à David Cerfas, ne l'empêche pas d'être fort meurtrière. Et sur ce point, il faut faire la part à la spécificité ou à l'idiosyncrasie du maoïsme, que je disais, puisqu'il faut bien voir que les politiques de militarisation qui se déploient depuis la fin du XIXe siècle étaient majoritairement des programmes disciplinaires, c'est-à-dire qui prétendaient inculquer aux Chinois à la fois la vigueur martiale et le contrôle de leurs pulsions. Le maoïsme, lui, entretient un rapport beaucoup plus ambigu à la violence débridée des masses, à la fois du fait de raisons qu'on peut appeler écologiques, c'est-à-dire l'enracinement de la révolution communiste dans des campagnes profondément brutalisées par la misère et la guerre civile, à partir de la fin des années 20, mais aussi du fait de choix idéologiques, à commencer par ceux de Mao lui-même. Il y a des facteurs personnels, à mon avis, qu'il ne faut pas complètement négliger, même s'ils sont bien sûr à contextualiser. Le premier texte un peu célèbre de Mao, il est très jeune à l'époque, c'est en 1917, il n'est personne. Il écrit un papier sur l'éducation civique et son importance. Dans ce texte, il appelle très littéralement, je cite, à civiliser son esprit et ensauvager son corps. 50 ans plus tard, quasiment 50 ans plus tard, nous voici le 18 août 1966, c'est la photo, au début de la révolution culturelle. Vous voyez Mao qui a un petit peu ensauvagé son corps depuis, qui conseille à la garde rouge Song Pinpin, dont le prénom signifie en chinois raffiné, de se rebaptiser Yao Wu, donc celle qui veut le combat, littéralement. Les armes sont visiblement devenues, en Chine aussi, l'ornement de l'homme, ou en l'occurrence de la femme. Le chaos qu'il a déchaîné lors de la révolution culturelle s'avérant incontrôlable, le grand timonier envoie l'armée réprimer les gardes rouges. Alors en gros, le pivot, c'est 68-69, peu importe. Et on assiste donc à partir, disons, du tournant des années 70 à une recentralisation des moyens de la violence auquel il avait complètement lâché la bride ou fait lâcher la bride en 66. Ça ne veut pas dire que le radicalisme de la révolution culturelle s'atténue. Au contraire, d'ailleurs, la létalité augmente. En réalité, on pourrait revenir dessus. Mais en tout cas, recentralisation relative des moyens de la violence, avec d'ailleurs une phase de véritable dictature militaire dans les années 70 en Chine. Quant à la jeunesse éduquée, vivier des gardes rouges, elle est démobilisée par l'envoi à la campagne de millions de ce qu'on appelle les jeunes instruits. Ça leur donne autre chose pour s'occuper. Mais une étape beaucoup plus décisive, et c'est là que je vais commencer, vraiment, est franchie avec la sortie du maoïsme après la prise de pouvoir de Deng Xiaoping, donc à l'hiver 78-79. Cette sortie de maoïsme s'accompagne d'un effort du pouvoir politique pour faire baisser le niveau de violence dans la société, disons de trois manières. Premièrement, mise au second plan de la lutte des classes, donc c'est l'abolition des étiquettes de classe qui désignait l'ennemi intérieur, en quelque sorte la cible des campagnes politiques successives dans la Chine maoïste. Deuxièmement, la démilitarisation relative du régime. Alors, le budget militaire diminue considérablement après 1979, les effectifs de la milice sont drastiquement réduits, etc. Et enfin, et ce sera ce dont je vais parler ici, le parti entreprend de faire baisser la brutalité des comportements quotidiens, ordinaires.
Et donc c'est sur ce dernier point que je vais esquisser quelques pistes de recherche, en me penchant, disons, d'abord sur les politiques publiques, pour aller vite, ensuite sur peut-être une genèse, une histoire intellectuelle de plus long terme de ce programme, et ensuite, si j'ai le temps, et la réponse sera très probablement non, sur les moyens possibles d'écrire une histoire sociale de ces programmes de recivilisation des mœurs, puisqu'il faut bien voir comment ça a été reçu, en quelque sorte. Mais on verra bien. Mon grand teint a disparu, pardon. Enfin, bref, j'ai fait mon PowerPoint n'importe comment. La civilisation des mœurs, d'abord, donc, comme programme politique. Les premières campagnes de civilisation du régime, lancées par le régime, sont exactement concomitantes des réformes. Dans le courant des années de 78, en fait, le quotidien du peuple commence à publier des articles qui critiquent l'influence délétère de la révolution culturelle sur le plan des conduites ordinaires. Mauvaises manières, jurons, disputes intrafamiliales, hooliganisme, etc., etc. Et ça culmine dans un article de juin 79 dans le quotidien du peuple, qui est donc l'organe du régime, intitulé de manière on ne peut plus explicite « Barbarie et civilisation », qui appelle à combattre ces tendances par la construction d'une nouvelle civilisation. C'est un programme qui était validé et repris au plus haut niveau quand Deng Xiaoping prend le pouvoir, puisque personnage extrêmement important qui s'appelle Ye Jianying, qui est un vétéran du régime, qui est un des grands soutiens de Deng en fait dans sa prise de pouvoir, soutient en septembre 79 dans un discours au comité central qu'il est nécessaire de promouvoir, alors bien sûr une civilisation matérielle élevée, mais aussi en parallèle une civilisation spirituelle socialiste élevée, terme extrêmement vague, que je ne comprends pas non plus, je vous rassure, qui se trouve progressivement inscrit dans tous les grands documents officiels et qui va être progressivement dans les usages ordinaires abrégé en civilisation tout court. C'est-à-dire quand on va parler de civilisation, à partir de ce moment-là, on ne fait pas référence à la partie de la civilisation matérielle, mais à celle de la civilisation dite spirituelle, qui en fait ne recouvre pas seulement l'esprit, c'est-à-dire l'idéologie ou la superstructure, mais aussi des objectifs tout à fait tangibles qui portent sur les attitudes quotidiennes et notamment corporelles, et qui se traduisent dans des campagnes politiques, comme par exemple la première, lancée donc en février 81, qui fait suite à ces discours-là. Le comité central lance une campagne qui s'appelle Wu Tiang Semei, donc les 5 attentions et les 4 beautés. Il s'agit de prêter attention à la civilisation, justement, à la politesse, à l'hygiène, à l'ordre et à la morale, et faire en sorte donc d'avoir une belle âme, un beau langage, ça veut dire ne pas jurer, ça concrètement, un beau comportement et de maintenir un bel environnement. Un point essentiel de la rhétorique officielle à l'époque était que les bonnes manières ne sont pas bourgeoises, contrairement à ce qu'on avait répété aux gens pendant une quinzaine d'années auparavant, et qu'on pouvait ne pas être un complet goujat sans être un mauvais socialiste pour autant. Et cette campagne dure plusieurs années, elle est prise tout à fait au sérieux, il y a une quantité considérable de réunions, de littérature grise qui est produite, de bilans, etc. C'est la première en fait d'une longue série de campagnes, je passe parce que j'ai pas le temps. Notons simplement qu'on note une inflexion autour de 1986, sans doute, dans l'usage politique du terme de civilisation, puisque dans la première partie des années 80, c'est un cheval de bataille des libéraux au sein du parti. Alors des libéraux, c'est relatif, bien sûr, mais des réformateurs. En 86, il y a quelque chose en Chine qui s'appelle la campagne contre la libéralisation bourgeoise, qui est une sorte de backlash conservateur contre, disons, la désobéissance qui commence à menacer du fait de l'afflux de certaines idées libérales. Et à partir de 86, la notion de comportement civilisé va être mise au service d'un autoritarisme redéfini, en quelque sorte, qui doit trouver d'autres justifications que la révolution. Par exemple, cette année, en 86, le comité central vote une résolution dans laquelle on peut lire que, je cite, que la démocratie socialiste est certes un objectif, on donne ça aux libéraux en quelque sorte, on leur donne cet os à ronger, parce que ça faisait partie des termes acceptés officiellement par le régime, mais que cette démocratie présuppose une intensification de la discipline individuelle. Donc, vous voyez ce que je voulais dire. Et de même, après Tiananmen, Jiang Zemin, donc nommé secrétaire du PCC, promet de remettre l'accent sur la civilisation spirituelle dans un contexte de retour à l'ordre, où le parti lance par ailleurs aussi une campagne de redressement moral après Tiananmen. Et c'est d'ailleurs Jiang Zemin qui, en 1997, préside à la création d'une institution que je trouve absolument extraordinaire, qui est donc le bureau de pilotage de la construction de la civilisation spirituelle. Ça dépend du département de la propagande du comité central, mais qu'on appelle beaucoup plus simplement en Chine Wenmingpan, donc le bureau de la civilisation, dont le métier est donc de civiliser les Chinois, qui a des branches locales à tous les niveaux et qui pilote toutes ces campagnes. Je note toutefois, et j'en finirai ici pour cette partie, qu'à partir de 96-17, justement, s'il s'agit toujours de discipliner les comportements individuels, le spectre de la discorde civile, qui était extrêmement présent, disons, de 79 au lendemain des événements de Tiananmen, semble devenir un mobile moins central. Vous avez de nouvelles priorités qui émergent dans ces campagnes. Et en gros, c'est l'amélioration du capital humain des Chinois. C'est tout le discours de la qualité de la population,
en Chine, qui en fait date des années 80, mais qui devient plus centrale dans les préoccupations de ses campagnes. Et deuxièmement, la respectabilité internationale de la Chine. Alors, le thème de la civilisation était extrêmement central, par exemple, au moment des JO de 2008. Il s'agissait notamment d'expliquer aux Chinois qu'il ne fallait pas se promener à moitié nu, parce que ça faisait tâche pour les Occidentaux, paraît-il. Enfin, ça ne dérangeait pas particulièrement, mais enfin bref. Et ça c'est pas central dans les années 80. Dans les années 80, c'est la discorde le problème, parce qu'on sort d'une période extrêmement violente. Le désir d'adoucir, de débrutaliser en quelque sorte le comportement des Chinois s'explique de manière donc immédiate par la sortie du maoïsme, mais à certains égards, il est la résurgence d'une histoire plus ancienne, et c'est vrai autant du mot que de la chose, du mot civilisation. Alors, je n'ai pas le temps de donner un arrière-plan trop large, mais l'idée qu'il existe entre les peuples et en leur sein une hiérarchie du raffinement et du devenir pleinement humain est extrêmement ancienne en Chine. Ils n'ont absolument pas attendu les Occidentaux pour ça. Et c'est encore au XIXe siècle un des fondements de la légitimité du pouvoir impérial, qui a une mission d'édification de la société. On dit tiaohuo en chinois. Encore une fois, je parle sous contrôle de Hensheng, donc je vais vite pour ne pas me ridiculiser. Donc l'idée européenne de civilisation telle qu'elle se mondialise à l'ère de l'impérialisme tombe en quelque sorte sur un terreau fertile en Chine. C'est traduit via le japonais, je passe parce que j'avais le temps. Mais cependant, le nouveau concept de civilisation qui s'impose sous forme d'une traduction japonaise en chinois, une traduction japonaise du mot occidental, apporte avec lui au moins 3 nouveautés. Premièrement, le décentrement. Le foyer des rites, la Chine, devient une périphérie semi-civilisée dans le discours impérialiste, semi-colonial, si vous voulez, aux yeux des Occidentaux et du Japon. Deuxième modification, la perfectibilité impliquée dans l'idée de civilisation est désormais conçue comme un horizon de progrès, c'est-à-dire le passé ne fait plus loi, il ne s'agit plus de revenir à un âge d'or. Et troisièmement, le niveau de civilisation du pays devient un enjeu tout à fait concret dans la compétition des puissances, ne serait-ce que parce que le droit international imposé par les Occidentaux puis le Japon conditionne la pleine souveraineté à un critère de civilisation, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre. Sur un plan plus psychologique, mais très important, le dédain des Occidentaux et des Japonais pour les mauvaises manières des Chinois, mais aussi pour leur manque supposé d'empathie face à la souffrance d'autrui, ce sont des thèmes, disons, des sortes de lieux communs de l'orientalisme du début du XXe siècle, est un préjugé largement intériorisé par les élites politiques et culturelles chinoises. Donc à cet égard, c'est une question d'Occident, ça aussi. On sait qu'après la Première Guerre mondiale, un doute global émerge sur la légitimité des Européens à incarner la civilisation avec un grand C pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer. Il faut pourtant se garder d'exagérer la rapidité de ce basculement en Chine, puisque la croyance en un étalon universel de civilisation reste extrêmement répandue, d'autant que le pays s'enfonce à partir de la fin des années 10 dans une guerre civile larvée qui relance les inquiétudes précédentes quant à l'ensauvagement ou la barbarisation de la population, en particulier bien sûr les classes laborieuses. Vous avez toute une littérature, je vous ai mis un ouvrage de Zhu Zhixin, qui est un proche de Sun Yat-sen, qui se demande par exemple en 1920 d'où vient la mentalité perverse des soldats, mais vous avez aussi par exemple des groupes bouddhiques qui se mettent à faire campagne dans les années 20-30 surtout contre la maltraitance animale, qu'ils présentent en fait comme une préparation à la violence contre les humains. Ils expliquent que la brutalité de la société chinoise dans laquelle ils vivent, qu'ils considèrent comme un donné, comme une sorte d'évidence, peut s'expliquer notamment par la brutalité exercée à l'égard des animaux. Enfin, je vous prends cet exemple uniquement pour vous dire que l'idée qu'on a un problème de violence dans la société chinoise est à l'époque, et qu'il s'agit de le résoudre en se calquant sur un modèle de progrès universel des comportements, c'est une idée qui est encore extrêmement présente à l'époque. Il y aurait tout un travail à faire sur le destin de cette préoccupation après les années 20. Le plus probable, je vais aller très vite, mais ces idées-là cessent d'être centrales dans le discours politique en Chine parce que la menace extérieure devient cruciale. C'est-à-dire on se préoccupe moins de la brutalité ordinaire des gens quand on est envahi par le Japon, en gros, pour aller vite. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à nos moutons communistes, après, c'était pas du tout censé être insultant, c'est sorti comme ça. C'est vraiment un dérapage malheureux, j'en suis désolé. Quoi qu'il en soit, après l'installation du régime communiste, cette idée, donc l'idée d'un processus de civilisation naturel ou à conduire, est marginalisée par une nouvelle idéologie officielle qui propose une autre lecture de l'histoire, lecture de l'histoire discontinue, révolutionnaire, mais aussi un autre discours sur la violence, bien sûr, la violence comme nécessaire. Il est donc clair que le mot d'ordre de civilisation spirituelle relancé en 1979 par Deng et son équipe est un changement de cap
qui puise dans une tradition intellectuelle existante, mais préexistante, tout à fait différente de la filiation révolutionnaire. C'est une filiation qui prône la modernisation progressive, pacifique des conduites sociales, autoritaire néanmoins, et dont le modèle principal, depuis le XIXe siècle, en fait, est le Japon de l'ère Meiji, où le mot d'ordre de civilisation, dans le terme qui a été retenu en chinois, dans les années 1870 notamment, était absolument omniprésent. Il était partout. C'est d'ailleurs très très bizarre quand on fait l'histoire de l'ère Meiji, quand on en lit un peu, on a l'impression de voir l'affichage public en Chine aujourd'hui. Il y a une sorte de concordance des temps, de court-circuit extrêmement étrange. Il faudrait donc faire, et je ne l'ai pas encore faite, et je suis désolé, l'histoire de cette résurgence du terme en 79, d'où ça vient, où s'était passé entre-temps, en quelque sorte, tout en observant qu'il ne s'agit pas d'un simple retour en arrière, puisque le discours politique sur la civilisation dans les années 80 s'enrichit notamment des sciences sociales du XXe siècle, qui avaient été frappées d'anathème sous le maoïsme, mais qui reviennent en force dans les années 80, et en particulier, bien sûr, sur ce sujet, l'ouvrage de Norbert Elias, le procès de civilisation, qui est traduit en Chine en 84, la première partie est traduite en 84, depuis l'allemand, pas depuis l'anglais, de manière intéressante, et dont le procès de civilisation, donc envisagé comme un programme d'action et non simplement comme une description historique de quelque chose qui se serait passé, c'est quelque chose qui est à faire, est très régulièrement cité dans la littérature produite par le Bureau de la civilisation aujourd'hui. Elias, ça revient tout le temps, c'est devenu une sorte de leur figure tutélaire, et donc il serait intéressant de se pencher sur le processus de sa traduction et de sa réception en Chine à l'époque. Reste, et j'ai tellement couru que je peux en dire un mot, je suis désolé, reste la question la plus délicate: comment apprécier la manière dont au moins certaines catégories de la population reçoivent, s'approprient les modèles de comportement civilisés qui leur sont proposés, ou d'ailleurs la manière dont cette promotion de comportements civilisés rend compte des préoccupations sociales qui existent par ailleurs, parce que je pense que c'est souvent ça qui s'est passé en réalité. C'est évidemment très difficile du fait de la nature de la question et de la fermeture des archives, mais on peut cependant imaginer quelques pistes. D'une part, il y a des bilans de ces campagnes qui sont faites par les autorités, qui sont parfois publiés, donc on peut aller voir dedans. Bon, je passe là-dessus, mais ce que j'aimerais évoquer pour finir ici, c'est ce qu'on peut appeler, et vous allez voir que c'est un sujet connexe, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler de réception des campagnes de civilisation, mais disons de résonance de ces préoccupations dans la population. C'est ce qu'on peut appeler, dans ce que j'aimerais évoquer, ce qu'on peut appeler les textes d'introspection sur la violence du maoïsme, à partir dans les années 80, qui existent, contrairement à ce qu'on lit parfois. Il n'y a pas d'amnésie du maoïsme dans la Chine des réformes, mais bien entendu, le maintien au pouvoir du Parti communiste a donné à ces textes d'introspection, de retour critique, des formes très contraintes. Il est ainsi impossible d'accuser ouvertement de barbarie le système ou le parti. Alors en privé on peut, à demi-mot ça arrive, ou alors depuis les marges du monde chinois, ce sont des tropes que vous trouvez très très souvent dans les critiques taïwanaises ou hongkongaises, par exemple du parti communiste chinois, soit de manière relativement polie, comme chez l'écrivaine et femme politique taïwanaise Long Ying-tai, qui parle à Hu Jintao, le président chinois en 2006, en disant « Utilisez la civilisation pour me convaincre », en gros, cessez de vous comporter comme une brute, et j'accepterai de discuter d'un rapprochement avec la Chine, c'est ça qu'elle voulait dire. Ou parfois de manière beaucoup moins polie, chez des militants hongkongais et taïwanais hostiles à Pékin qui retournent carrément les tropes coloniaux sur l'idée du chinois barbare par rapport aux japonais civilisés, par exemple, contre le régime de Pékin. Ça leur plaît énormément. En République populaire, la critique non officielle de la brutalisation maoïste, n'ayant évidemment jamais pu procéder de manière aussi frontale, a volontiers pris la forme d'un examen de conscience collectif. Non, on s'accuse en tant que société. Nous avons un problème en tant que société avec la violence, en quelque sorte, pour ne pas accuser le parti, parce que ce n'est pas possible. Ce thème revient dans plusieurs genres littéraires des années 80, ce qu'on appelle la littérature des cicatrices, la littérature d'introspection, qui décrivent de manière assez convenue, politiquement, les souffrances de la révolution culturelle, mais aussi de manière plus intéressante, et il faudra fouiller là-dedans, tout ce qu'on appelle la littérature de reportage dans les années 80, qui repose souvent sur de véritables enquêtes. Et ici, je pense, alors l'exemple le plus spectaculaire, c'est... Il y a un auteur, un ancien garde rouge d'ailleurs, qui s'appelle Zhang Yi, qui a publié un livre à Taipei, mais l'enquête date des années 80, qui en fait a étudié les cas de cannibalisme pendant la révolution culturelle, et en fait il érige le thème du cannibalisme en symbole de l'autodévoration de la société chinoise en quelque sorte, ce qui est en fait un trope littéraire qui renvoie très loin au moins au début du XXe siècle. On dispose enfin d'un genre plus tardif mais très intéressant, qui sont les mémoires d'anciens gardes rouges, donc dès les années 80, et plus tardivement leurs expressions publiques de contrition. Alors, c'est tardif, mais c'est très intéressant, qui se multiplient à la fin des années 2000 avec leur vieillissement, en fait. Ils veulent pas partir sans avoir dit certaines choses.
On peut faire commencer cette dynamique avec un livre qui a été dirigé par un monsieur qui s'appelle Wang Cumming, qui lance en 2008 une collecte de témoignages qui s'appelle « Nous nous repentons », c'est très clair, avec d'autres anciens gardes rouges. Ça finit, vous avez cette fenêtre, elle s'ouvre jusqu'à 2014, ça déclenche en fait par mimétisme en quelque sorte une vague d'excuses publiques en fait, de gardes rouges. Et puis à partir de 2014, la répression intensifiée sous Xi Jinping rend ça complètement impossible. La dernière contrition publique de grande envergure, c'est celle de Song Pinpin elle-même, donc c'est la jeune femme qui était avec Mao sur la place Tiananmen en 1966, qui avait tabassé à mort la vice principale de son collège quelques jours avant. Avant 2014, toutefois, et j'en finirai là-dessus, avec quasiment pas de retard, elle n'a pas été reçue, cette vague de confession, par les autorités de manière uniquement négative. Et ça, c'est intéressant. Il y a un journal aussi proche du pouvoir que le Global Times, que vous connaissez peut-être, du moins c'est tout ce que je vous souhaite, a ouvertement approuvé l'initiative de Song Pinpin. Ces hésitations reflètent en réalité la diversité au sein des cercles du pouvoir des manières d'approcher la révolution culturelle, puisque la condamnation officielle, qui est inscrite dans le marbre depuis 1981, entre en conflit avec, disons, le souci du parti actuellement d'empêcher un droit d'inventaire de la période communiste. Certes, la plupart des confessants, comme on peut les appeler, sont critiques, implicitement en tout cas, de la volonté du parti de limiter cette discussion publique. Mais les autorités ne sont pas leur seule cible. Les anciens gardes rouges qui ont présenté des excuses ont exprimé pour beaucoup leur insatisfaction envers un récit strictement victimaire de la révolution culturelle, qui leur paraît exonérer à peu de frais les Chinois eux-mêmes, qui, comme eux, justement, ont participé aux violences. Ce faisant toutefois, cette vague de confession alimente une mémoire de la révolution culturelle qui fait une place disproportionnée aux crimes des gardes rouges, puisqu'on sait qu'en fait la grande majorité des victimes de la révolution culturelle, c'est l'armée qui les a tués, pas les gardes rouges. L'arbre de la rébellion devenue folle, en quelque sorte, cache la forêt de la répression étatique, avec des implications politiques, puisque la figure du garde rouge fanatique, c'est-à-dire du rebelle incontrôlé, en quelque sorte, a servi, jusqu'au lendemain de Tiananmen inclus, à discréditer toute opposition ouverte comme facteur de chaos. Et donc l'autocritique des anciens gardes rouges, c'est ce que je voulais vous dire, rencontre paradoxalement sur ce point, en fait, un discours officiel qui promeut depuis les réformes le contrôle de soi et l'intériorisation de la discipline. Je vous remercie. Félicitations, et puis en plus vous avez tenu parfaitement les temps. Je rappellerai la chanson célèbre de Nino Ferrer, vous connaissez ? Le garde rouge. Le garde rouge et la boisson du garde rouge. Ah non, non. J'ai pas cette chance, mais je vais la... Ah oui, c'est la chanson Mao, c'est moi. Qui date de la période de la révolution culturelle. Mais c'est très important d'aller aux événements scientifiques. Ouais. Voilà, non, c'était absolument passionnant, ne serait-ce que justement cette gestion des corps qu'implique le process de civilisation. Il me semble que Norbert Elias fait une apologie de la Chine dans le process de civilisation quand il explique que la cuisine chinoise, c'est une cuisine qui nie la violence parce que la viande est réduite à si peu de morceaux qu'on ne peut plus voir la bête originelle et il n'y a pas de couteau. Et donc Elias se dit, c'est l'apogée du process de civilisation, c'est-à-dire cette dissimulation de la violence que représente la cuisine chinoise. Alors, je pense aussi que ça explique peut-être le succès de Norbert Elias. Alors, c'est une excellente question qui en pose une autre, qui est de savoir, qui est de faire le lien, alors lien sans doute pas factuel, mais au moins imaginaire, réflexif, entre les anciens, une très vieille histoire des processus de civilisation de la violence en Chine, et le discours du XXe siècle et du XXIe, avec une rupture très bizarre, qui est qu'en fait le discours quand même des élites chinoises sur leur propre pays au début du XXe siècle est un discours de déploration de sa propre barbarie à des niveaux très très élevés, et qui s'explique pas simplement, à mon avis, par le regard colonial ou semi-colonial, aussi, mais pas simplement. Il y a la question des guerres civiles du XIXe siècle qui, à mon avis, joue un rôle extrêmement important. Enfin bon, c'est vaste programme. Vaste programme, mais si on fait on a la même chose dans l'Empire ottoman, entre des élites occidentalisées qui considèrent que la masse de la population est tout à fait barbare et ne sait pas se tenir. Edem avait publié les descriptions ottomanes de l'Irak dans la seconde moitié du XIXe siècle.
ou un fonctionnaire colonial français ou anglais en aurait dit moins sur la brutalité ou la barbarie que ces fonctionnaires ottomans disaient sur les Irakiens. Et même du point de vue d'Istanbul, les Arabes étaient plus ou moins barbares et ne savaient pas se tenir. Donc, c'est quelque chose de tout à fait universel. Mais ça nous rappelle fondamentalement que le processus de civilisation qui est impliqué dans l'action coloniale est aussi un acte de discipline des corps. Et nous avons toujours tendance à intellectualiser le sujet. Mais dans la réalité, c'est... Oui, enfin, bon, disons que là, je crois que maintenant, en fait, c'est un sujet qui est devenu un petit peu à la mode, en fait, cet effet sur les corps de ces injonctions politiques, idéologiques, etc. De fait, au début du XXe siècle, il y a en fait une sorte de mouvement général d'autodénigrement. Quand on pense que moi je l'ai pris un petit peu à partir justement de tout ce débat sur la question de savoir si c'est possible de philosopher en chinois, parce qu'évidemment, enfin tous les diagnostics européens de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est justement, pour dire les choses rapidement, le chinois, c'est une langue non flexionnelle, donc pas de flexion, pas de réflexion, quoi. Enfin, ça se résume à ça. Et donc on a en fait même des grands esprits comme Louis Xun, enfin, qui commencent à douter effectivement du bien fondé de conserver cette langue et cette écriture chinoise, et de passer au fond à une romanisation comme on l'a fait au Vietnam, voilà. Donc là, ça fait partie de tout un autodénigrement qui est évidemment assez qui va contre les faits, parce que ce qu'on constate actuellement, enfin moi je dois dire que il se trouve que moi j'étais en Chine en 79 en tant qu'étudiante à Fudan, à Shanghai, et là cette espèce de brutalité inhérente aux rapports sociaux en Chine, je l'ai vécu, vraiment. Alors les campagnes de civilisation, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont mis du temps à produire des effets, parce que en 79, évidemment, enfin ça, des crachats, on s'en prenait plein la figure tout le temps. Enfin parce que quand on circulait à vélo, il y avait les gens qui crachaient des bus. Alors donc vous preniez tout le et le fait qu'en 2008, c'est-à-dire en fait 30 ans plus tard, une génération plus tard, les autorités à Pékin doivent encore morigéner la population de Pékin en leur disant arrêtez de cracher au moins pendant les Jeux Olympiques, quoi. Enfin, parce que c'est vraiment, les Occidentaux trouvent ça vraiment absolument infect. Donc arrêtez de faire ça au moins pendant les Jeux. Bon, bref. Donc ça montre que quand même, enfin tout ça, c'est quand même assez difficile à mettre en œuvre. Et ce qu'on constate maintenant, et alors ça, ça me vient enfin là justement d'un autre colloque que j'ai organisé au Collège de France il y a quelques années sur les rites, le fameux traité des rites de la Chine ancienne, et toutes les problématiques qui tournent autour. Et là, on s'aperçoit qu'actuellement, enfin, dans la société chinoise a complètement perdu non seulement le sens des rites, mais aussi la gestuelle qui va avec. C'est-à-dire, le body language, comme on dit en bon français, le langage du corps, en Chine est totalement occidentalisé. C'est-à-dire, là, vous prenez d'assaut un bus, c'est moi qui passe en premier, on joue des coudes, etc. Enfin, donc, et on en est, en fait, dans cette société communiste, en fait, à ne même plus savoir comment s'interpeller, s'adresser la parole. Parce que d'une certaine façon, dans la société communiste, c'était pratique, tout le monde s'appelait camarade.
comme nous faisons entre nous. Hein. Bon, oui, Tronche, bon. Camarades de collège. Oui, camarades collégiens. Alors que maintenant, en fait, on ne sait plus exactement. Enfin, je veux dire, bon, est-ce qu'à une dame, on lui dit, voilà, une très très, je sais pas, enfin bon, xiaotie, enfin, je sais pas, enfin c'est donc c'est tout ça, il y a une espèce de déritualisation. Qui est totalement en fait ignorée, niée dans tous ces campagnes de civilisation. Alors, je ne sais pas si je peux réagir maintenant très brièvement en 3 points. Sur la question de l'autodénigrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'y attend. L'intensité est surprenante, mais dans les années 1900-1910, on comprend contexte colonial, semi-mondial, on va dire, de domination de l'Occident, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient dans les années 80, sous forme avec la fameuse question, enfin, la critique de ce qu'on appelle les restes du féodalisme dans la culture chinoise dans les années 80, etc. Donc il est très probable que la réémergence de ce thème aille main dans la main avec une résurgence de cette inquiétude sur l'état supposé de la culture chinoise, ou en tout cas de ce qu'il y a de féodal entre guillemets dans la culture chinoise. Donc ce serait vraiment quelque chose à voir, mettre ça en parallèle. Mais ce qui avait attiré mon attention sur cette chose-là, à part que c'est pas possible de le rater quand on est dans les rues de Chine, tout cet affichage, c'est que c'est quand même un terme qui est devenu un petit peu suspect chez nous, voilà. C'est-à-dire, et dans ces deux sens. Si on utilise l'usage typologique, on vous soupçonne d'être un huntingtonien, voilà. Et si on utilise l'usage graduel ou hiérarchique, on dit mais alors ça veut dire quoi qu'il y a une hiérarchie des personnes, des cultures. Donc nous on n'ose pas. En Chine il y a zéro tabou là-dessus. Et moi c'est cette espèce de décomplexion, ce terme qui réapparaît presque comme un anachronisme dans les années 80, employé en ce sens-là, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi une part d'histoire intellectuelle à faire. Et un dernier point rapide, c'est que je me demande si ce à quoi on assiste pas depuis quelques années, c'est précisément parce que nous, c'est un terme qui est tombé en désuétude, même si la chose n'est pas forcément tombée en désuétude, mais le mot l'est, c'est que ce qui était un discours encore de convergence avec l'Occident dans les années 80 en Chine, sur la question de la civilisation des mœurs, c'est en train de devenir un discours sur la divergence. Et ça, à l'occasion du Covid, je pense que c'était très net. C'est-à-dire avec l'exaltation d'une capacité à l'autodiscipline, qui aurait été, si ce n'est culturelle, du moins développée par le régime, en tout cas, mais chez les gens, implantée chez les gens, que nous, on aurait perdu, en quelque sorte, ici. C'est quelque chose qu'on entend, y compris d'ailleurs, pas dans le discours officiel seulement, j'ai des amis chinois qui disent. Oui, enfin bon, disons qu'il y a certaines scènes du dernier confinement à Shanghai, enfin qui ne sont pas particulièrement, enfin je veux dire... Non, mais je ne dis pas que c'est vrai, c'est comme fait de discours. On pourrait continuer longtemps parce que c'est un sujet tout à fait passionnant. Je crois par exemple qu'aussi aujourd'hui on ne met pas l'accent sur civilisation dans notre société, on le dit en inverse sur la question des incivilités. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Et je rappellerai que dans ma jeunesse lointaine, il était marqué dans le métro parisien, il était interdit de cracher. Et c'était par le fait qu'à l'époque, les gens chiquaient du tabac. Ce qui faisait encore plus tâche, en fait. Voilà. C'était...